Bonjour à vous tous. Je m'excuse vraiment de ne pas avoir pu faire le déplacement. J'aurais été ravie de suivre l'ensemble de ces journées. Mais en plus de la distance, il y a aussi une grande surcharge de travail en ce moment à l'Institut audiovisuel de Monaco. Mais c'était important pour moi de participer parce que je soutiens fortement cette initiative et la nécessité pour nous de partager nos travaux sur nos différents clubs de cinéastes amateurs. Donc, j'ai préparé un diaporama pour présenter l'ensemble des documents qui m'intéressent. Et je voulais aussi, à des moments, je ferai un peu de lien avec les rencontres inédites qui ont eu lieu en novembre dernier à Monaco, puisque c'est là d'abord que Milena a pu présenter ce projet de recherche. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai répondu que ça m'intéresserait d'y participer. Et le dernier préambule que je voulais faire, c'était expliquer un petit peu comment ce travail de valorisation de ce fonds est né à Monaco. Il faut savoir que l'Institut existe depuis presque 25 ans, que c'est un institut d'archives qui s'est créé avant même d'avoir les premiers dépôts. C'est la mission qui est née et il y a eu un appel à dépôt de films amateurs et aussi tout un travail de démarche auprès des institutions et associations monégasques pour qu'ils déposent à l'Institut tout le matériau film qu'ils pouvaient avoir. Et c'est à ce titre-là que le club de cinéastes amateurs qui existe encore aujourd'hui a déposé ces films. Mais dans un premier temps, le travail de documentation de l'ensemble des films amateurs et professionnels que nous avons se concentrait d'abord sur la sauvegarde du matériau, son traitement, sa numérisation, mais d'un point de vue documentaire, beaucoup sur les images, ce qu'elles pourraient témoigner. Et quand je suis arrivée, moi, à la fin de l'année 2018, à l'occasion de la création de ce poste d'action culturelle, qui comprend un volet de valorisation, je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu la trace des personnes qui avaient pu réaliser les films, et notamment par rapport au cinéma aussi. Donc, c'est un peu ce que j'apporte au fur et à mesure des besoins de valorisation ou de domaines de recherche que je mets en place. Je travaille actuellement aussi sur la valorisation du fonds historique de Télé Monte Carlo. Et c'est un peu dans une démarche de recherche un peu proche de celle que je fais actuellement sur le cinéam. Donc, pour vous dire aussi que ce travail de recherche est vraiment un travail work in progress que je fais à côté d'autres actions. Et là, l'intervention d'aujourd'hui a favorisé le fait que je retravaille à nouveau dessus. Donc, je vais vous présenter cela en partageant un diaporama. On disait qu'il n'y avait qu'un seul club de cinéastes amateurs à Monaco. On va voir que ce n'est pas si simple que ça. Mais avant toute chose, je voulais vous rappeler qu'à Monaco, il y a des cinéastes amateurs assez illustres depuis que le cinéma existe. Le premier, c'était le prince Albert Ier, qui, dès la naissance du cinéma, a acquis une caméra Gaumont, et qu'il a réalisé donc en 1997 des premiers films amateurs dont on a réussi à en restaurer quelques-uns. Le prince Régnier III, vous le voyez ici, donc, qui est le petit-fils l'arrière-petit-fils de Albert Ier. Lui aussi était un féru du film amateur. On le voit ici avec une caméra. Et la princesse Grâce de Monaco également. Et nous en conservons ces films amateurs également. C'était le petite anecdote princière. Donc, le fond proprement dit du club, du cinéam, et à ne pas confondre avec le cinéma, hein, j'ai régulièrement cette difficulté que les correcteurs essaient de corriger ma faute de frappe de cinéam devient cinéma, mais le titre du club s'appelle bien cinéam. Donc, il est constitué de 359 bobines et films et 67 bobines son.
C'est essentiellement du 16 mm et du Super 8. Justement, au moment où on travaillait sur le 9.5 les années précédentes, force est de constater que dans ce club, il n'y a pas du tout eu de pratique 9.5. À côté des films, il y a aussi quelques photos, pas très nombreuses, des imprimés que je continue à glaner aujourd'hui et du matériel. Ce fonds est très complexe parce que, il y a donc un fonds déposé par l'entité club, mais on s'aperçoit qu'en creusant, d'autres déposants, plusieurs films, estampillés, Productions Cinéam, apparaissent. C'est soit dans les dépôts d'auteurs, de déposants, personnels comme, là, Roger Durand, José Badia, on y reviendra. Ça peut être aussi par des commanditaires. Je vous disais qu'on avait sollicité des organismes locaux de déposer les films. Donc la SBM, la Société des Bains de Mer, l'ACM, qui est l'Automobile Club de Monaco, comme l'organisme du Centre des Congrès du Tourisme, qui avait aussi des films qui ont été réalisés par les cinéastes du club. Et il y a aussi quelques-uns de ces films qui sont au Palais Princier, puisque c'était, semblerait, le destinataire de ces films, c'était la famille princière. Si je reprends tout d'abord le film quelque part le plus ancien que nous ayons, c'est celui-ci. Donc, il a été réalisé pour la Principauté et la Société des Régates. Et il fait, c'est un documentaire muet sur le premier tournoi de Snipes, donc de petits bateaux, et ça avait lieu dans le port de Monaco et ses environs. Donc en 1952, et on voit bien que ce sont les cinéastes amateurs de Monaco qui en sont les producteurs et réalisateurs. Je vous ai choisi ce film, et il y en a un autre aussi qui est un petit peu plus ancien, qui date de 1949 et qui a été réalisé par le fondateur du club. Et il s'agit d'un film en noir et blanc sur les funérailles de Louis II, qui est donc décédé en mai 1949. Mais j'ai préféré vous montrer celui-là qui parle d'un Monaco d'autrefois. Donc, pour comprendre cette histoire, le mieux, c'est d'essayer de trouver d'abord une date de dépôt de création d'association, puisque quand je suis arrivée, les premières informations que j'avais, c'était les années 50, début des années 50. Et en fait, en regardant dans ce qu'on appelle le Journal de Monaco, qui est un bulletin officiel qui existe depuis 1858 et qui est entièrement en ligne, dont les archives sont entièrement numérisées et en ligne, c'est une source d'informations administratives assez importante. Donc, j'avais trouvé trace de la création d'une association nommée Fédération monégasque du cinéma format réduit, qui était antérieure aux dates que j'avais. Donc, j'ai fait une recherche dans un nouveau service qui vient de se créer à Monaco, qui est un service transsecteur sur les archives administratives de la Principauté, qui a donc recueilli et qui est en train de traiter l'ensemble des archives de chaque service, autant du Conseil national que des archives des ministères. Et après, donc, l'autre entité qui a des archives assez importantes, c'est les archives du Palais. Donc ici, ils m'ont scanné le dossier afférent à cette déclaration, et on s'aperçoit donc que le 28 mars 1949, il y a eu enregistrement du dépôt des statuts d'une association. J'ai aussi accès aux statuts, mais là, ce qui m'intéresse, c'est l'objet du statut de cette association. Et il s'agit bien autant de diffuser à des vocations pour des publics à vocation scolaire ou périscolaire, donc de diffuser des films au format réduit, donc très probablement le 16 mm, mais aussi de devenir un pays producteur sur le plan artistique et culturel, réaliser des films amateurs de vulgarisation et d'enseignement, des films aussi récréatifs, etc. Donc voilà, et là, les signataires de cette association sont effectivement les trois personnalités historiques de ce club: Guy Brousse, qui était un industriel, Roger Canis, un fonctionnaire, et Ramon Badia, un commerçant. Celui que je connais le plus à ce jour, c'est Ramon Badia,
qui est en fait un commerçant de photographie. Et son beau-père était celui qui avait amené le Pathé Baby et créé cette boutique de photographie et amené le Pathé Baby à Monaco. Et donc, Ramon Badia est la deuxième génération de cinéastes amateurs, puisque son beau-père était donc un des premiers cinéastes amateurs à Monaco avec le format 9:5. Mais il n'y avait pas à cette époque donc de club. Donc voilà, je vous disais, j'avais aussi l'ensemble des statuts d'époque. Ensuite, ce que l'on sait du club, c'est qu'il était, avant d'être une association, il était vraiment rattaché à une autre entité qui s'appelle le Studio de Monaco, qui avait une partie de théâtre amateur assez importante. C'était d'abord connu comme un lieu de pratique amateur du théâtre, et c'est une partie de ce groupe qui a constitué le club du cinéam. Donc, cinéaste et photographe amateur de Monaco du studio. Là, je vous fais défiler quelques génériques de films. Le studio de Monaco et le cinéam. On a donc l'association des deux entités qui apparaissent donc dans les films des années 50. Donc, comment le club, quelles sont les premières traces que j'ai trouvées d'activité du club? C'est dans des articles de presse d'époque, notamment Nice Matin, qui est le PQR sur Nice et Monaco. Et là, en octobre 52, il y a l'information donc du président du club. Et ce qui est intéressant, c'est ce petit passage où il nous explique qu'ils ont rendez-vous tous les jeudis à 21h, que cette réunion est proposée à tous les amateurs de photographie et de cinéma, qu'on soit initié ou profane. C'est en quelque sorte la grammaire cinématographique qui est passée en revue avec un nouveau sujet chaque séance, la prochaine étant dédiée au plan cinématographique, comment le traiter, la position, mouvement de caméra dans les prises de vue. Et il est mentionné de devoirs qui sera demandé dans des exercices à effectuer et qui sont visionnés ensuite ensemble. Très vite, donc quelques mois plus tard, c'est la création du nouveau concours, d'un premier concours de films amateurs. Donc on peut voir que l'idée de faire un concours et de se montrer les images entre soi est un objectif complètement inhérent à cette notion de club. On retrouve des catégories de films qui sont les catégories des différentes pratiques que peut motiver des cinéastes amateurs. Donc, ce concours a lieu en mai 53. On voit bien qu'il y a différents formats et qu'on demande à ce que ceci soit commenté, enfin sonorisé, soit en direct, soit par un accompagnement sur disque ou bande. Donc, le concours a lieu, c'est un concours international avec la Coupe du Prince Souverain. Et ici, on revoit bien la mention de Roger Canis, qui est donc un des membres fondateurs de la Fédération monégasque de format réduit et qui, dans de ce cours, était l'opérateur des films. Autre compte-rendu de ce concours dans le journal de Monaco, qui fait mention que le jury était présidé par Marcel Pagnol, donc membre du conseil littéraire de la Principauté et de l'Académie française, puisque Marcel Pagnol venait beaucoup à Monaco à ce titre-là, et c'est lui qui avait présidé le jury. On voit bien qu'il y avait un fort soutien de la Principauté dès la naissance du club. Donc après, voilà les résultats de ce prix, de ce concours. Malheureusement, des films de La Goutte d'or du docteur Torel, qui est donc un cinéaste qui était le président du club, n'a jamais été à ce jour retrouvé. Quelque temps plus tard, c'est aussi les cinéastes du club, donc en 56, qui participent à un concours qui a lieu en Italie, à Salerne. Et ici, il est fait mention d'un film que nous avons retrouvé qui s'appelle Altitude -60, donc réalisé par les cinéastes du club dans la grotte de l'Observatoire à Monaco.
Et là, je vais vous passer un extrait de ce film, le début du film, puisqu'il est sonorisé et les personnes qui jouent dans ce film sont justement les comédiens de la troupe du théâtre amateur du studio. Donc, ça montre la symbiose qu'il y avait entre ces deux sections. Normalement, vous avez le son qui doit être diffusé en même temps. Donc là, ça a été réalisé en 1953, ce film. Mon histoire pourrait commencer comme un conte. Il était une fois 4 amis qui s'étaient donné rendez-vous à Monaco, au jardin exotique. J'étais déjà là depuis un moment avec Pierre et Jean lorsque Boule arriva. Boule, mon cher ami dont la passion consistait à descendre explorer toutes les grottes qu'il pouvait trouver. Voilà, le film dure 20 minutes et on a réussi, donc, parce que ce n'est pas toujours le cas d'avoir la bobine film et la bobine son pour pouvoir faire une reconstitution totale. Là, c'est le cas de ce film. Et il y a toute une partie après très documentaire sur la grotte de l'Observatoire de Monaco. Autre film emblématique de ce début des années 50, c'est Je suis une criminelle, ce film a été réalisé en 8 mm, tandis que le premier était en 16. 8 mm assez bien conservé sur une pellicule Kodachrome. Et l'avantage de film, c'est que voilà, il est assez peu courant qu'il y ait un film en 8 mm. Il a été présenté lui aussi en festival. Ça, c'est un document que j'ai retrouvé assez récemment au Festival de Cannes. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, chacun qui ont des clubs, puisque c'est un festival qui a été assez reconnu. Et là, on voit dans le programme du 3 septembre qu'il y a le passage de Je suis une criminelle, réalisé par messieurs Durand et Musso pour Monte-Carlo. Donc là, on est en 56. Et je vous montre un petit extrait de ce film. Là, par contre, on n'a pas retrouvé la bande son. Il y aurait un commentaire d'après Roger Durand que j'ai pu rencontrer. Il y avait un commentaire sur ce film. Et donc, la criminelle, c'est la cartouche de carabine. Dans les échanges réalisés avec Roger Durand, il raconte que donc son collègue Jean Musso était un ferrailleur à Beau-Soleil. Et ils avaient travaillé avec des chasseurs du coin pour réaliser ce film-là. Qu'ils réalisaient les prises de vue le week-end et qu'ensuite il fallait attendre environ 4-5 jours pour que les labos, durant la semaine, le labo faisait le travail de tirage et ensuite il regardait et il pouvait refaire des plans si c'était nécessaire. Donc ça, c'est le premier film auquel Roger Durand a été associé, puisque lui, c'est un cinéaste qui était assez jeune quand il est rentré dans le club en 1952. Donc quelque part, il fait partie des jeunes qui ont bénéficié de ce club qui avait été monté par des personnalités un peu plus anciennes et qui, eux, sont décédés bien avant les années 2000, donc on n'a pas de témoignage de ces personnalités-là. Et donc ce même film a été aussi diffusé à Carcassonne, au Festival de Carcassonne en 1957.
Là, je ne sais pas si ça vous est arrivé de regarder un peu précisément les programmes de concours, mais celui-ci montre bien qu'il y a projection de films, mais aussi des présentations pour les publics scolaires et des rencontres avec des cinéastes amateurs. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant de se rendre compte à quoi pouvaient ressembler ces concours. Évidemment, dans les films réalisés dans les années 50, il y a ce qu'on appelait les chansons filmées ou les sketchs filmés. Là, c'est une association des deux. Il date de 1959, réalisé en 16 mm. Et donc, toujours par les cinéastes du club, je vous en fais part un petit passage. On est dans un petit village juste à côté de Monaco. Terrible, ça. C'est qu'on est nombreux. Parce qu'il faut vous dire qu'avant d'avoir une formation aussi pompeuse, on était quatre. Quatre qui s'ennuyaient. Les quatre Chopin qu'on nous appelait à cause qu'on avait l'air mélancolique. Oui, on se réunissait chez le père Chocolat, oui, un ancien zouave, parce qu'il est sourd et toujours couché. Encore heureux qu'il était sourd, parce que 2 clairons de cavalerie et 2 trombones sans coulisses, ça pète et puis c'est pompeux. On Là aussi, formait un quatuor on voit d'instruments bien d'anciens l'empreinte pour musique du de jeu chambre, d'acteurs. coucher. Les comédiens sont issus Doucement, de la section théâtre Monsieur Talerda, nous serons moins fiers tout à l'heure pendant les variations, je suppose. Oh, Monsieur Dumoulin, un élément de votre valeur. Bravo, belle montagne. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les films qui nous ont déposés, on a quelques films où très courts, mais où ils se sont mis en scène, où ils ont filmé les activités du club. Et là, je trouve que ça parle beaucoup par eux-mêmes. Donc là, on voit qu'il y avait un moment de visionnage ensemble, le petit moment aussi autour du bar du club. Et évidemment, la grande collection de revues et de livres avec lesquels ils arrivaient à avoir des enseignements techniques sur le matériel qu'on nous décline ici avec un effet un peu à la Méliès. Quand on montre ce genre de films aux jeunes générations, ils se rendent compte du matériel avec lequel qu'il fallait pour réaliser des films, là où aujourd'hui, leur petite caméra suffit. Là, évidemment, ce qu'on appelle, il nous raconte souvent qu'il y avait des concours de celui qui grattait et collait le plus vite ses bobines lors du montage et évidemment aussi le banc titre de titrage. Et on verra aussi un peu plus loin la cabine de sonorisation. Voici la cabine de sonorisation avec un cinéaste qui était devenu la voix du cinéma, mais il faisait ça tellement bien que c'est celui qui est un peu sur toutes les bandes. Alors, vous voyez que l'équipement est assez impressionnant dans ce club. C'est pour une raison assez simple aussi, c'est que les films qu'il produisait pour les différentes entités de Monaco, que ce soit les entités touristiques ou princières, font que le gouvernement avait accepté de financer le club et notamment de leur ouvrir un compte dans le magasin de photographie dont je parlais tout à l'heure. Donc, ils avaient un peu open bar pour aller chercher et envoyer les pellicules au tirage. Donc, c'était assez important. Autre bobine retrouvée comme ça, c'est la cour du studio de Monaco, donc où le club avait ses activités. Et on voit à travers ces quelques plans qu'il s'agit très probablement d'exercices de mise en scène et de tests de caméra également. Ici, en fait, c'est le fils d'un des cinéastes très actifs dans les années 50 et 60 du club, Roger Durand, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure.
Donc ça faisait partie des bobines qui étaient restées dans le local du club et qu'ils nous ont déposées avec, enfin, qui fait partie des 350 bobines. Autre film emblématique des années 50 et d'une pratique aussi assez intéressante qu'il y avait au club. Ici, nous avons Roger Durand, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec sa pâtée 16 mm. Et il est en fait un des 3 auteurs d'un film que je vais vous montrer juste après, qui est un film d'animation réalisé avec Jean Musso, qui est aussi le co-auteur de Je suis une criminelle. Et à votre droite, celui qui est habillé de blanc, c'est Georges Reinhardt, qui est de métier décorateur à l'Opéra de Monte-Carlo et qui est donc le 3e du binôme qui permet de réaliser ce film d'animation avec des décors assez sublimes. Donc une belle association de 3 personnes. Je vous montre maintenant un passage de Buenas noches, donc réalisé en 1959 en 16 mm et qui est signé donc par ces 3 personnes. Donc Roger Durand m'avait raconté qu'ils avaient installé le studio dans la cave de Jean Musso, le ferrailleur. Donc dans la cave, ils avaient installé tout le studio et ils y ont passé des heures à réaliser ce film d'animation. Je vais passer un petit peu plus loin, puisque là, c'est un peu la léthargie du soleil. Mais quand la nuit tombe, la température baisse. Voilà, donc ce film a reçu le 3e prix en catégorie animation en 1959 pour le concours de la Fédération française des clubs de cinéma amateurs. On voit que dans cette énergie de club, il y a donc une complémentarité de compétences. On a vu là un décorateur qui travaille avec un opérateur et un ferrailleur, ce qui donne ce film d'animation. Mais c'est aussi des acteurs qui viennent soit du théâtre de Monaco et aussi là, il y a le cas d'une speakerine de TMC, de Télé Monte Carlo, qui joue le rôle principal d'un film que vous allez voir maintenant, qui s'appelle Sursis et qui est un film policier, qui a été réalisé en 1959 avec un son post-synchronisé. Là aussi, je vais aller plus loin. Je l'aurai. Donc ce film fait une quinzaine de minutes et on voit ici, vous reconnaissez peut-être, ce sont les mêmes cinéastes que ceux qui étaient sur le film d'animation juste avant. Et on les voit là en tournage dans la rue.
Autre élément, autre film qu'on peut retrouver sur cette période-là et au début des années 60, c'est beaucoup de films documentaires donc sur les différentes activités. Et là, c'est un film qui a été réalisé par une équipe un peu plus élargie que celle d'avant sur les funérailles du prince Pierre, qui était le père du prince Régnier III et qui est décédé en novembre 64. Et là, l'équipe du Cinéam se donne pour mission de réaliser un film. Et ce film-là, par exemple, il a été déposé par un des cinéastes, toujours Roger Durand. C'est lui qui avait cette bobine. Alors, je peux toujours pas m'expliquer pourquoi certains films, y compris finalisés, sont restés sur les étagères du club et pourquoi d'autres sont plutôt dans les mains d'un des auteurs des films. Donc voilà, on peut dire que les années 60 sont très proches au niveau des personnalités, du type de production, très proches de ce qui se passait dans les années 1950. Donc le club n'évolue pas beaucoup, hormis qu'il y a deux générations de cinéastes, par exemple. Roger Durand, comme je vous le disais, il est assez jeune quand il arrive en 1950 dans le club, et alors que Ramon Badia est plutôt de l'âge, la génération au-dessus, et arrive dans le club le fils de Ramon Badia, José Badia, qui lui aussi dans les années 60 et 70 va participer aux activités du club jusqu'à en être un moment aussi, en assurer la présidence dans les années 80. Donc voilà, il y a une vraie relève de générationnel, décennie après décennie. Et on arrive maintenant dans les années 70, où là, en étudiant un peu les films qu'il y avait identifiés sur cette période-là, c'était un peu troublant parce qu'il y avait, c'est là qu'a commencé à apparaître une autre identité dont je n'avais pas entendu parler, Maison des jeunes et de la culture. Et effectivement, je voyais un jeune qui avait déposé aussi ses films de famille, ce jeune Thierry de Sévlinge, qui apparaissait à des génériques ou dans des articles de presse, mais en même temps, il ne paraissait pas être identifié en relation avec le cinéam. Et c'est là que j'ai eu la confirmation qu'il existait à un moment. Donc là, j'ai trouvé d'autres sources administratives, mais il y a eu effectivement l'existence d'une MJC qui a été créée en 1962, qui s'appelait le J-Club, et J-Club, l'association Maison des jeunes de la culture, le lieu, qui a été créé et qui, de la voix des personnes qui connaissaient, qui étaient au club des cinéastes amateurs, mais qui connaissaient et qui travaillaient parfois avec cette jeunesse de la MJC, a été fermée dissoute en octobre 1976 pour des raisons de drogue et d'alcool. Voilà, donc il y avait ce club qui a existé pendant une petite quinzaine d'années, qui a agrégé une jeunesse de Monaco, qui ne se retrouvait pas dans l'identité du club du Cinéam. Et donc, il y a eu un peu comme ça dans les années 70 deux créations. Mais comme quand elle a été dissoute, c'est l'association Cinéam qui a récupéré le matériel qu'ils avaient et les films qui avaient pu être réalisés et qui étaient stockés aussi à la MJC. C'est pour ça que tout est arrivé chez nous sous l'identité du Cinéam, alors qu'en fait, c'est deux productions parallèles. Donc maintenant, j'arrive à séparer les films qui ont été réalisés dans un cadre et dans un autre. Mais pour avoir un peu... donc c'est pour ça que maintenant, je commence à prendre des pincettes quand je dis qu'il n'y a qu'un seul club de cinéastes amateurs à Monaco, puisque finalement, il y en a eu à un moment un deuxième. Et parmi, là aussi, donc ça amène des nouvelles personnalités. Et là, j'ai retrouvé dans un dépôt d'un cinéaste qui a déposé ses films de famille à un moment, une bobine où il filme un tournage à Monaco.
film, donc en enquêtant avec le déposant, ce film n'a jamais été finalisé puisque le travail de post-synchronisation, le travail son, qui était très important dans ce film, n'a pas eu lieu. Donc finalement, de ce film, il n'existe que le making-of qui avait été réalisé en Super 8 par un copain de la bande. Donc là, ce tournage a lieu dans les rues de Monaco par cette bande de jeunes qui travaillaient, qui étaient rattachés à la structure MJC de Monaco. C'était un film assez ambitieux dans sa réalisation. Et le monsieur avec le Marcel Rose et le cadreur principal que je vous avais montré en photo juste avant. Je laisse défiler parce qu'il y a un moment assez qui montre une difficulté de mise en scène. Donc ce type de film montre bien à quel point c'était des aventures collectives que des tournages de films. On est dans un autre quartier de Monaco, très commerçant. Et là, ils vont tourner une scène où ils vont accrocher une caméra à l'avant de la voiture. On voit que les jeunes avaient une ambition quasi professionnelle pour la réalisation de ce film qui était tourné en 16 mm. Voilà, on arrive au plan. Donc voilà le système D pour accrocher une caméra sur une voiture en mouvement. Autre film trouvé dans cette partie, on va dire, du lot MJC du club, c'est ce film qui s'appelle Le Spécialiste, réalisé entre 72 et 75. Et là, ce qui est intéressant, c'est aussi ce petit film. On l'a numérisé récemment et il n'a pas encore été étalonné, donc il faudra m'excuser de la qualité. Mais voilà, ce plan-là est donc un plan de tournage du film. Et ce qui est intéressant, c'est que des personnes qu'on voit dans ce film-là, qui est bien estampillé et mis en scène par deux jeunes de l'AMJC, sont en fait, si vous voyez le monsieur avec le bonnet derrière, à l'arrière-plan, c'est Roger Durand, qu'on a vu déjà la décennie précédente faire le film Sursis, le film noir et blanc Sursis réalisé dans les années 60. Donc, il y a une porosité entre les deux sections. Ici, on arrive à un autre film qui est réalisé à la même époque, mais par le club des cinéastes amateurs. Et on voit arriver une nouvelle génération, puisque la personne qui est ici au cadre, c'est Éric Marangoni. Donc le film est réalisé en 79 et Éric Marangoni va être la nouvelle génération du club du cinéaste du Cinéam et il va parcourir les années 80. Donc on va le revoir dans les années suivantes. Et ils sont ici en train de tourner avec une Beaulieu en 16 mm un grand projet de film qui s'appelle Invitation à la danse, dont nous avons aussi le scénario.
Et là, vous avez vu, donc Rudy Seggerario, c'est son projet. Il écrit le scénario. Il est un habitué du cinéma, on le verra. Vous avez à la caméra Éric Marangoni, donc celui qu'on vient de voir sur les photos, et Thierry de Sévelinge, le deuxième caméraman, et le jeune que l'on voit dans le film de la MJC juste avant, le film de tournage, le making-of qu'on a vu juste avant. Donc, on est encore dans de la porosité et les différentes personnes que l'on voit sur ce générique sont essentiellement ceux qui vont incarner le club pendant les années 1980. Donc, le scénario est ici. Donc, tapé à la machine, annoté par moment. Mais dans le film que l'on a, que je vais vous montrer ici, il est malheureusement amputé de toute une partie. C'était un projet où il y avait c'était un film autour de la danse, puisqu'il y a il y a des écoles de danse assez importantes à Monaco. Et donc l'ambition du cinéaste était de faire un film qui montrait les répétitions et les spectacles et d'y associer en plus tout un travail de fiction de la vie des danseurs. Et c'est cette partie de fiction qui n'a pas pu être réalisée jusqu'au bout. Toutes les rushs réalisées ont été un fiasco, donc immontable, notamment encore une fois sur le travail de son. Donc, il a changé son fusil d'épaule, Rudy Seggerario, et il a réalisé un film plutôt documentaire sur Bon, je vais enchaîner. Beaucoup de choses à vous montrer encore. Le réalisateur, on le voit ici, dans cette petite bout de bobine, où on le voit est en train de se débrouiller avec ses rushs de pellicule. Voilà, donc ça aussi, c'est un petit plan qui sera à valoriser, mais qu'on vient juste de numériser. Autre petit dessin que j'ai récupéré récemment, qui donne bien l'état d'esprit de cette équipe, où on voit donc chacun à son poste et on voit aussi qu'il y a un doublon sur les postes. Voilà, et je voudrais maintenant vous parler d'un travail que j'ai commencé à faire en juillet 2021, donc juste après le Covid. C'était de réaliser des entretiens avec quelques personnalités qui sont encore vivantes et qui acceptaient de se prêter à l'exercice. Donc, c'est dans la petite salle, on avait eu le soutien de stagiaires qui viennent de l'école de cinéma de Nice et qui sont venus avec un équipement. Parce que l'idée, c'était de réaliser des entretiens filmés qu'on puisse exploiter aussi pour tel quel. Donc, on avait fait un dispositif avec 2 caméras, l'une qui était face et qui permettait, face à l'écran où je diffusais des éléments. La deuxième caméra était juste à côté de moi, donc où vous voyez à la petite table où j'avais un ordinateur qui permettait d'envoyer les images et les photos que je voulais leur montrer. Et on filmait ainsi de face, sur le côté, le cinéaste, le membre du club qui était assis face aux images. Donc, dans le plan d'ici, on a le cinéaste qui regarde les images et donc le cinéaste de dos. Et là, on a un plan de côté où on voit le cinéaste en train de parler. Et ici, donc, Éric Marangoni, c'est celui qu'on voit à la caméra sur le film, celui qui est habillé en blanc. Et qu'on voit donc à la fin des années, c'est celui qui arrive dans la fin des années 70 et qui va habiter le club pendant les années 80. Et ce qui était intéressant avec lui, c'est que ça lui a beaucoup plu d'être avec des jeunes qui filmaient aussi. Et comme c'est quelqu'un qui était beaucoup dans la transmission,
Il y a eu ce petit moment de partage avec les jeunes également. Donc j'ai fait rapidement un petit montage juste d'un entretien avec lui où il nous parle d'un film qu'il a réalisé dans les années 72, oui, 72, qui s'appelle Pourquoi court-il? Il l'a co-réalisé avec Jean-Claude Léa. Je vous montre une petite partie. Donc, le projet de ce film, c'était il s'est interrogé sur le pourquoi les pilotes, une fois qu'ils sont sur la piste, ils oublient totalement le danger dans lequel ils sont. Donc, c'est un essai de réflexion qui est très en lien avec le Grand Prix de Monaco qui, chaque année, séduit de nombreux cinéastes, y compris les cinéastes amateurs. On a énormément de films, y compris réalisés par des femmes, sur le Grand Prix à Monaco. Voilà, bon, donc ce film, il l'a réalisé avec Sabolieu et je vous laisse l'écouter un petit peu. On va regarder Pourquoi court-il? Donc, un film tourné en Super 8 Ouais. par vous et Jean-Claude Léa. Oui, Jean-Claude Léa. Ouais. Alors ça, ce sont des images qui m'ont été données par Georges Giuffré, justement. Parce que pour avoir les images de Jim Clark, c'était important. Alors là, l'anecdote, c'est que pour avoir toutes ces images-là, à l'époque, les Grands Prix tournaient le vendredi matin de très bonne heure. Et moi, je travaillais à 8h30. Et je me levais de très bonne heure pour aller filmer ça. Alors ça, à la gare, après, j'allais travailler près de Monte-Carlo, qui se trouve à Avenue Lacosta. Donc, je partais le matin avec ma caméra, je filmais, et après, dès que c'était l'heure, je rentrais pour travailler. Et après, bien entendu, alors 5 minutes à un endroit, 5 minutes à l'autre. Voilà, alors là, quand j'arrivais, hop, je descendais, vite, je fais quelques images ici, là, je descendais à la gare, et je remontais. Et là, quand à un moment donné, il va y avoir, voilà, là, ici, toutes ces images, et là, vous voyez la coupure, on voit le montage. Oui. Ça, il y avait peut-être deux images. Et pour coller deux images, c'est pas facile à l'époque. Il fallait gratter, mettre de la colle, tout ça. C'était très compliqué. Et en plus, avec la musique. Voilà, là, on voit bien Oui, le montage très, très serré. Très, très serré. Et bon, alors, mais bon. En pellicule, ça devait être une prouesse. Oui, surtout sur du Super 8. Oui, voilà. Sur le Super 8, c'était délicat. Il ne fallait pas se rater. Voilà, Michael Wood. Voilà. Alors là, c'était les images, elles ont été prises au Castellet. Voilà. Ça, c'est à Monaco, c'est Léa. Oh, pardon. Justement, on va regarder Pourquoi court-il? Je pense qu'il a gagné la course. Voilà, donc là, j'ai fait le parallèle entre le pilote qui met les gants et le pompier qui met les gants aussi anti-feu. Voilà, ça c'est Jackie Oliver et Jackie X. Bien entendu, voilà, ça c'est tourné au Castellet. Il y a des pilotes de Formule 3 et Jim Clark, Andrea de Adarmich. Ça me rappelle tous ces souvenirs. Parce qu'à l'époque, on courait à droite et à gauche pour faire des images. On ne faisait pas attention, c'était plus simple d'aller sur le bord du circuit. Et maintenant, quand on va sur le bord du circuit, il y a des grillages partout, on ne peut plus filmer. Et alors là, si vous voulez, je vous donnerai ça. Vous voyez le titre, comment il a été fait? Il a été fait sur des plaques de plastique transparent et au lettracette. Je les ai encore au club, en bas. Voilà, et José, bien entendu, et Giuffré, alors Roger Durand aussi.
m'ont donné des conseils pour le montage, bien entendu, parce que moi, j'étais jeune. Là, bon. Et ça, toutes ces plaques-là, je les ai encore. Oui, oui. Il fallait être bricoleur. Hein. Oui. Alors moi, bon, je travaillais à la papeterie et j'avais des lettres A7. Alors pour faire les titres, il fallait faire les lettres A7. Et comment faire transparent? Un titre transparent sur une image. Il n'y avait que ça, la plaque de plastique. Alors j'ai du plastique très épais, doit faire 5 mm. Et j'avais mis aux lettres A7 les lettres. Alors il fallait bien calculer pour les mettre plus ou moins pareil. Mais voilà, c'était C'était la fin. Voilà, ce que je trouve intéressant dans ces rencontres-là, quand on leur montre les films, c'est que ça les met très à l'aise parce que souvent, ce sont des personnes qui s'intéressent surtout à comment ils avaient réalisé les choses. En tout cas, moi, ceux que j'ai rencontrés sont beaucoup des férus de techniques et de pratiques. Donc, de leur montrer les films, ça les aide à se rappeler des souvenirs et à être vraiment dans l'explication de comment ça se passait concrètement. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ces propos-là. Ici, c'est des feuilles de dérochage du film qu'on vient de voir. Donc voilà, tout le temps de dérochage effectué. Et ce film a eu une vie dans le festival assez impressionnant, puisqu'il a été... donc là, c'était celui de Top, je ne sais plus, j'ai peu noté. Oui, à Waterloo. Et après, donc là, c'est les feuilles de jury. Le jury et les notes et les commentaires qu'ils ont donnés sur ce film-là. Et ce film avait été aussi envoyé au service Super 8 d'Antenne 2, qui l'avait sélectionné pour une diffusion prochaine, éventuelle, qui n'a finalement pas eu lieu, mais ils ont eu le prix du concours Super 8 de Antenne 2. Voilà, je vais parcourir rapidement les années 80 parce que sinon, donc les années 80, c'est toujours un peu les personnalités qu'on a vues. Là, autour de la caméra, c'est Roger Durand et Éric Marangoni, donc celui de voir en entretien, qui est à la caméra, ici aussi. Là, ils sont en train de filmer le chantier, parce que les années 80 ont connu de grands chantiers à Monaco. Et là encore, le gouvernement princier leur donnait de la pellicule pour pouvoir filmer ces chantiers-là en question. Ici, nous avons une jeune du club, le Cynthia, qui est formée donc par la génération précédente. Éric Morangoni, qui lui-même avait été formé par Roger Durand, forme à son tour Cynthia. Donc on les voit là en train de réaliser en Super 8 un film sur un chantier. Les années 80, c'est aussi le moment où ils arrivent dans un nouveau lieu, une grande pièce comme ça avec une mezzanine. Et ici, c'est là qu'ils passeront les années 80. Je n'ai pas encore réussi à identifier exactement la date à laquelle ils se sont implantés ici. Mais entre fin mi-75 à 85, ils sont ici. Après, ils vont aller dans un autre lieu. Et dans ce lieu arrive une nouvelle génération. Là encore, c'est ce jeune homme, Olivier Bonello, qui est formé lui aussi par Marangoni et qui a un grand succès dans ses films. Et on n'a pas retrouvé encore le film dont il est question dans cette finale nationale. Mais pour ceux qui étaient à Monaco aux Inédits, ce Olivier Bonello, c'est ce jeune monsieur qui a animé l'atelier sur le son sur le Super 8 lors des rencontres inédites à Monaco, c'était à l'automne. Donc lui fait partie des prochains interviewés. Et il y a eu évidemment le passage à la vidéo aussi, puisque là, toujours Éric Morangoni est à la caméra vidéo en train de faire un film sur un musée à Monaco. Voilà. Le club existe encore aujourd'hui, mais c'est essentiellement un club de photographie. Il y a quasiment plus de pratiques filmiques. C'est vraiment la photo qui, déjà dans les années 80, ça commençait un peu plus, parce qu'il y avait des soirées de diffusion de diaporamas.
Et le club s'est renommé Club Image Monaco en 2003. Comme dit le plus ancien du club, parce que l'intitulé en fait s'appelle le CIM, et l'ancien du club dit oui, le CIM comme le cimetière. Donc pour ceux qui étaient vraiment de la génération pellicule, on va dire, du club, n'ont pas trop suivi les évolutions récentes de ce cinéaste et de ce club, et finalement il est aujourd'hui plus tellement représentatif de cette dynamique, mais il existe encore aujourd'hui et se réunit tous les jeudis soirs à Monaco. Merci beaucoup, c'était super riche et les images, elles sont incroyables. Pour les membres des clubs de Monaco pour le cinéma, est-ce que tu as une sociologie des cinéastes? Est-ce que tu sais à peu près c'était quoi leur métier? On l'a un peu évoqué hier avec les cinéastes qui étaient avec nous. Mais est-ce que, vu que c'est à Monaco, apparemment, ils avaient un lien privilégié avec le prince? Est-ce que, quel type de métier ils faisaient pour pouvoir avoir autant de temps pour faire des films? Alors, je l'évoquais quand j'ai les infos, je l'évoquais un petit peu en présentant, ou même Éric Marangoni qui racontait qu'il travaillait à l'imprimerie de Monaco. Il y en a un, Jean Musso, c'était un ferrailleur. Un autre était commerçant en photo. Non, c'est des gens assez... il y en a quelques-uns qui sont, on va dire, fonctionnaires. C'est pas forcément des gens très aisés qui avaient du temps, non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est la famille qui se plaignait les week-ends entiers étaient dédiés aussi au club et au projet de film. Donc, c'est vraiment du temps. Le hobby se faisait sur le temps à côté du travail. Et des relations privilégiées avec la principauté, en fait, c'est quand même un tout petit pays, donc tous ceux qui ont les projets peuvent être soutenus assez facilement s'ils sont en lien avec la vie de la localité. Et par rapport à cette question de la relation avec la principauté, du coup, c'est le prince qui pouvait financer des pellicules pour que les cinéastes puissent filmer, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et alors, je ne sais pas encore si c'est le prince, parce qu'on dit souvent le prince, mais souvent, c'est plutôt le gouvernement princier. Okay. C'est-à-dire que ça reste administratif. Et donc, dans le cinéma, c'était principalement des films de commande? Pas forcément. Ok. En fait, c'était des commandes, on va dire, libres. Ils avaient commencé aussi à avoir une approche documentaire et à vouloir enregistrer les événements qui se passaient à Monaco, notamment avant l'existence de Télé Monte Carlo, la télé. Mais après, c'était un accord, c'est-à-dire qu'ils donnaient de la pellicule pour qu'ils puissent enregistrer les chantiers qui se passaient à Monaco dans les années 80. Mais en contrepartie, ils pouvaient utiliser ces pellicules-là aussi pour faire leur réalisation de fiction. Moi, j'ai une question. Je voudrais revenir sur la collecte de témoignages des anciens membres du club que vous avez effectué. Quel a été en fait l'élément déclencheur ou un peu le premier élément qui a été motivant? Vous avez eu envie d'avoir un éclairage en fait sur le projet artistique, les conditions de film, la sociologie du club, l'histoire du club. Est-ce que c'est tout ça à la fois? Puisque ce qu'on a vu à l'écran, c'est que le point de vue qu'on a vu à l'écran, en fait, c'était surtout expliquer un petit peu le projet artistique, les secrets de tournage. Parce qu'effectivement, là, j'ai pris un petit passage. Chaque entretien a duré près de 3 heures. Mais l'objectif, c'était qu'il m'aide. C'est que là, je vous ai montré le plus jeune. Hein. Il y en a un autre cinéaste, Roger Durand, que j'ai pu interviewer, mais chez lui, dans sa maison de retraite. Et il est décédé 1 an plus tard. Donc, il y a une urgence de recueillir ces derniers témoignages. Deuxièmement, j'ai vraiment une difficulté à mettre des noms sur des films, à comprendre l'histoire, à identifier les personnes, etc., que je leur montrais beaucoup d'éléments en leur posant la question de savoir qui c'est, comment ça s'est passé, quelle époque, quelle date, etc. Donc, c'est pour recueillir des éléments sociologiques et historiques sur le club, et aussi j'aurais aimé être une petite souris pour voir comment assister à ces séances ou ces tournages. Donc, c'est essayer de les replonger
dedans pour qu'il nous raconte un peu sensiblement comment ça se passait. D'accord, merci. Alors, moi, j'aurais une question concernant justement toute la documentation, enfin les archives que vous avez sollicitées. Est-ce que dans les entretiens avec à l'occasion des témoignages, vous avez pu collecter de nouvelles informations, des photographies, enfin tout ce qu'on imagine, des notes de tournage? On a vu que vous avez mis des documents de dérochage qu'ils avaient. Est-ce que ça a sollicité finalement une nouvelle information, des nouvelles archives qui sont venues s'ajouter à ces films? Et comment vous avez envisagé le traitement de ces fonds qui deviennent un peu mixtes en fait entre les films et les archives papier? Alors, la moitié des documents que je vous ai montrés ont été apportés à l'occasion de ces entretiens, soit avant, soit après. Donc, ça a vraiment eu cet appel cet appel d'air et ça a créé une nouvelle documentation très riche, absolument extraordinaire. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont encore arriver. Comment les exploiter après, notamment quand il y a des liens forts avec des films, c'est les questions qui se posent. Là, j'ai fait une toute petite tentative avec ce document-là. Enfin, ce PowerPoint, c'est encore insatisfaisant. Il faudrait travailler, je ne sais pas comment. Je sais que j'ai un projet d'exposition sur l'histoire du cinéam. Je pense qu'il y aura un document audiovisuel à réaliser aussi qui puisse raconter cette histoire avec des documents, les entretiens, les films. Donc c'est toute cette valorisation, j'aimerais bien pouvoir la mener, mais je pense qu'il y a encore un long travail de collecte à réaliser. Et à ce sujet-là, je pense ce serait assez riche pour nous tous de mettre en commun des documents, notamment sur les documents liés au concours, que ce soit les programmes, les comptes rendus, même des films s'il y a sur ces concours, et des articles de presse, parce que ça peut nous aider à identifier. Là, moi, j'ai quelques noms de personnes avec des titres de films. Peut-être que dedans, il y a un cinéaste en fait qui appartient à un des clubs du Hauts-de-France, et ça vous donnerait la preuve que ce film-là avait été montré au Festival de Cannes de 56 ou 57, je ne sais plus lequel j'avais. Voilà, et après, il faudra trouver, sûrement grâce aux inédits, un groupe de travail qui permette de mettre en commun c'est cet inventaire, qu'on va faire un inventaire de ce que l'on a comme document imprimé. Pour rebondir sur les sources, on peut en trouver aussi dans les entreprises, dans les archives des comités d'entreprise, parce que les caméras clubs qui ont été développés dans le cadre du travail, surtout pour des activités de loisirs mises en place par les comités d'entreprise, quand on arrive à sauver les archives d'un comité d'entreprise, on peut trouver des traces du Caméra Club. Et c'est le cas ici, nous conservons quelques dossiers sur le Caméra Club de Renault-Billancourt, donc les usines Renault, à travers les archives du comité d'entreprise de l'association Loisirs et Culture, voilà, où on a le règlement, des histoires de concours, un petit plan même de l'installation du club, de la salle de projection, etc. Je suis vraiment contente de ton intervention parce que ça a amené de nouvelles questions et surtout, en fait, c'était un peu le but des rencontres, pouvoir un peu mettre pour la première fois en commun un peu tout ce qu'on a dans nos fonds et de pouvoir un peu démarrer une nouvelle étude peut-être sur le cinéma amateur. Et je suis vraiment ravie de ta participation parce que ça a ouvert de nouvelles voies. Merci beaucoup Estelle. Merci beaucoup. Merci à vous.